Guys, j'aimerais ça dire que c'est beau de voir tout ce monde-là, mais vu qu'on a fermé les lumières, vous comprendrez que je ne vois pas vraiment. Blague à part, tantôt, j'étais dehors, puis j'avais... je vapotais, là, je m'excuse, le 1er janvier, j'arrête. Mais j'avais... Grosse conversation avec ma blonde. Mais j'étais dehors, puis moi, pour ceux qui me connaissent pas beaucoup, j'étais un peu un émotif, là, puis un sensible. Puis je regardais de dehors toute la crowd qui s'était ramassée chez Coveo aujourd'hui, puis je me disais, man, dans ma vie, là, j'ai longtemps senti que je fitais pas nulle part, dans aucun genre de groupe, tribu, whatever. Puis via ma carrière, avec Snipcart au début, puis maintenant, après Douda, maintenant ça se passe, tout ça, j'ai comme l'impression d'avoir mon crowd, puis que peu importe à qui je parle ici, il va y avoir de quoi d'intéressant ou de drôle à dire. Puis pour moi, de voir cette quantité et cette qualité de monde-là qui sont rassemblés autour de notre industrie à Québec, c'est genre merveilleux. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci, Frank. Merci, Vince. Right, fait que si vous écoutez le pod un petit peu, vous allez comprendre que ça se passe, on a des commanditaires, right? Pour pas que je dépense tout l'argent que j'ai fait avec Snipcart quand on l'a vendu. Donc, pour commencer, j'ai des commanditaires que j'aime beaucoup à remercier. Je vous fais ça en rafale. Après ça, je fais un update, ça se passe, puis on creuse directement dans le show avec Vince. Les commanditaires pour ce mois-ci, on a la job du mois avec Missive. Il y a les 3 cofondateurs de Missive qui sont là, Phil, Raph et puis Étienne. Les gars de Missive sont à la recherche d'un spécialiste en Customer Success, Customer Support. Missive, c'est un SaaS, un Email Collaboration Tool. Fait que voyez ça comme le email, mais en multiplayer. Vraiment cool. Check it out sur saspace.com/la-job-du-mois. J'ai 2 autres Spotlight partenaires. On a Baseline. Il y a un dude de Baseline qui est là, main levée. OK, shout out. Firme d'accompagnement d'AI pour SaaS. Ils ont déjà eu un paquet de leads et de clients qui sont venus de la crowd SaaSpace. C'est vraiment des partenaires en or. Ils nous ont supporté à plusieurs reprises déjà depuis les 9 mois qu'on roule. Fait que vous pouvez les check out sur saspace.com/partenaire avec un S/baseline ou juste baseline.québec. Le dernier Spotlight partenaire, c'est Paragon Solutions. Donc, une équipe de consultation numérique accréditée PECAN. C'est un programme de subvention fédérale qui peut être actually vraiment, vraiment utile pour les SaaS. Fait que vous pouvez checker ce qu'eux peuvent faire pour vous aider dans ce process-là. saspace.com/partenaire avec un S/Paragon, P-A-R-A-G-O-N-E. Last but not least, tout ce que vous vivez comme expérience aujourd'hui ici, right? Fait que la bouffe, les lieux, l'expérience de Vincent, l'invité, les drinks, le vidéo, tout ça, c'est Coveo. Puis je pourrais pas être plus stoked de closer l'année avec un partner de cette qualité-là. Fait que merci à tous les candidats. Yes. J'ai starté ça se passe, ça fait 9 mois à peu près, je pense, là. On est dans le 9e mois. Puis au début, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comme... C'est vraiment cool ton petit projet, Frank, ton side project, Frank. Puis qui m'ont dit... c'est pas un genre de vengeance live, là, inquiétez-vous pas. On veut des noms. C'est que le monde disait... le monde disait, c'est comme une triple niche, right? SaaS, au lieu d'être juste business, juste tech. Francophone, au lieu d'être en anglais. Puis au Québec, fait que géographiquement scopé aussi. Fait que il y en a beaucoup qui avaient l'intuition qu'il n'y avait pas nécessairement de potentiel pour faire une vraie business avec ça. Puis, écoutez, guys, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en novembre, ça a été notre premier mois break-even de cette compagnie-là. Yeah! On a... Merci. 17,5 000 écoutes du pod. On a sold out les 5 événements. Actually, on avait 80 billets d'ouverts pour asseoir. Il y en avait 79 sur 80 de vendus parce qu'un de mes amis founders a eu un empêchement hier. Fait que je vais pas le doxer, je vais pas le name dropper puis le shamer. Mais si c'était pas de toi, on serait 80 sur 80. Fait que c'est ça, on n'est plus dans un side project. Je pense qu'on a une plateforme de communauté puis de contenu qui a du gros potentiel. Puis la réponse des gens, ça a été malade. Que ce soit pour le pod ou les events, il y a du monde qui ont slidé dans mes DMs qui me disaient « Yo, ça brise mon isolement de builder en SaaS » ou « Hein, je savais pas qu'il y avait tel genre de produit dans telle région du Québec qui existait. Je savais pas que des options de funding ou de collaborer avec, mettons, des collectifs indépendants de dev. » Tu sais, il y a comme ça mousse un peu l'énergie qu'on a dans la communauté. Puis ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment stoked de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Ça se passe 2024. On a une couple de trucs à annoncer. Grosso modo, on double down sur notre mission qui est designer
on est designé pour aider la communauté SaaS au Québec, right? Fait que grosso modo, les founders, les employés, puis professionnels clés, puis les partenaires qui sont autour de notre écosystème. Fait qu'avec tout le feedback qu'on a eu, on lance une couple de trucs. Côté produit, on continue le job board. Il y a déjà une quarantaine d'offres d'emploi, c'est saspace.com/emploi avec un S. On a de l'analytics là-dessus, il y a genre une quarantaine de clics aussi sur des liens d'application à ces jobs-là. Fait qu'on a interviewé du monde, on a eu du feedback côté employeur, côté employé, puis on veut booster l'expérience de marque employeur puis l'expérience de recherche de candidats. On a un paquet d'idées pour ça, entre autres des alertes, entre autres des profils d'offres d'emploi pas mal plus riches puis plus humains. Fait que gardez un œil là-dessus. C'est la veine produit qu'on va vraiment taper pour l'année prochaine. Sinon, on annonce des retraites privées de fondateurs. Il y a vraiment beaucoup de fondateurs SaaS qui sont venus me voir et qui étaient comme « Yo, il y a des discussions qu'on peut pas juste avoir avec n'importe qui, n'importe quand. » Fait que le codename pour ça, c'est « Ça se passe au chalet ». On va en organiser probablement 3 avec différents niveaux de fondateurs puis de growth. Fait qu'on vous reparlera de ça. On double down aussi sur la quantité de partenaires clés pour Ça se passe. On a en fait une quantité limitée de partners certifiés Ça se passe qui vont être annoncés bientôt. On a 5 verticales différentes. Puis aujourd'hui, je suis vraiment stoked parce que je peux en annoncer déjà 2 qui vont être nos partenaires annuels pour l'année prochaine. Il y a Baseline, d'ailleurs, qui est la firme d'accompagnement AI pour SaaS et autres, qui vont être notre partner R&D Innovation. Il y a Le Chiffre à Montréal, qui va être notre partner finance, comptabilité, fiscalité. Donc, on va en annoncer d'autres bientôt. Puis attendez-vous à avoir beaucoup de value puis de co-marketing puis de content avec ce monde-là. Parce que via la certification qu'on fait, je l'expliquerai plus tard, puis la relation que je build avec ce monde-là, j'ai assez de confiance pour dire qu'il amène de la valeur pour les SaaS pour vrai. Sinon, on double down sur les events, right? Fait qu'on shoot pour 8 ou 9 events mensuels l'année prochaine. Puis d'ailleurs, le premier event 2024, fin janvier, ça va être chez Le Chiffre, le partner dont je vous parlais à Montréal. On annonce ça officiellement bientôt. All right, on passe au podcast. Vince, normalement, je fais le recap de comment on se connaît, mais on se connaît pas. On se connaît pas beaucoup. Pas encore. En fait, on a chillé très rapidement ensemble lundi. Ouais. Puis juste là, j'étais comme épique conversation. Je suis vraiment content de pouvoir parler avec ce dude-là. Puis c'est vraiment dans l'initiative qui a été startée par Hélène ici, chez Coveo, Florence, qui ont organisé tout ça, qu'on a été matchés ensemble pour une conversation. Puis je suis toujours content parce que il y a un risque que ça soit pas un fit, mais à date ça va bien. À date, ça va très bien. Tous les drapeaux sont verts, man. J'ai le goût que tu fasses pour l'audience un mini recap de c'est quoi ton parcours professionnel, genre en fast-forward qui t'a amené dans le rôle que t'es là? Sure. Moi, c'est Vincent. Je suis gaspésien à la base, donc petit Vincent qui était proche du Rocher-Percé. Je suis parti tranquillement de la Gaspésie vers Rimouski. J'ai étudié en sciences humaines, pas de maths. J'aimais pas beaucoup l'école, puis c'était pas ça mon intérêt. Moi, j'aimais la musique. De fil en aiguille, je me suis aperçu que c'était pas super comme carrière pour moi, en tout cas. Fait que j'ai décidé de m'intéresser à la technologie. Puis vraiment, en apprenant, je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas étudié en technologie, donc j'ai vraiment mis les mains dedans. J'ai eu des startups. Puis avec le temps, j'ai fini par me trouver une première bonne carrière qui était à Revenu Québec. Fait que j'ai été fonctionnaire. J'ai trouvé là-bas l'amour. J'ai trouvé là-bas la mère de mes enfants. Fait que merci Revenu Québec pour ça. Pas l'amour pour l'impôt. Non. Fiscalité, toujours la misère un peu avec ça, même aujourd'hui. Mais bref, ça m'a permis de me trouver ce que j'aimais. Moi, je faisais de l'architecture là-bas. Puis j'ai toujours aimé les blocs Lego, construire des trucs. Fait qu'avec le temps, je me suis spécialisé en architecture. C'est ici que je suis arrivé chez Coveo comme architecte de solutions. Donc, je designais à cette époque-là un fit, je dirais, entre notre produit et les clients qui l'achètent. Là, on est en quelle année, mettons? On est rendu là en 2015, mettons, à peu près. Bon. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, chez Coveo, j'ai gravi les échelons. Je suis devenu lead de l'équipe d'architecture, puis par la suite, je suis devenu directeur en R&D. Moi, aujourd'hui, j'ai le département qui s'appelle Coveo Labs. C'est un département expérimental, vraiment dans la branche produit, où on essaye le plus possible de tester de nouvelles choses, essayer de brancher le produit des manières qui ne se peuvent pas, d'essayer de se connecter à des nouveaux use cases, puis vraiment d'être de l'avant au niveau de l'innovation, se tromper souvent, rapidement, pour que quand on a un bon hit, il soit déjà pré-prototypé puis qu'on puisse le lancer finalement en production plus rapidement. Fait que c'est l'innovation à son meilleur. Puis c'est un peu ça. C'est un parcours qui est un petit peu non standard. J'ai pas étudié en informatique comme beaucoup de mes collègues. Je dirais plus que j'ai forcé quand même my way up. Un peu comme toi, finalement. Fait que quelqu'un qui... Mais c'est ça, on en parlait un petit peu offline, là, mais il y a quelque chose de beau, je pense, en tech, qu'il n'y a pas nécessairement des parcours académiques
de crédit, genre, ou de réputation que tu dois clic pour débarrer la porte, right? Si tu te crains, que tu cares pour vrai, puis que tu amènes la valeur, les portes sont ouvertes souvent. Moi, je suis d'accord. Puis, tu sais, chez Coveo, je remercie beaucoup, moi, le fait qu'ils m'ont laissé comme agir comme si j'étais dans une start-up. Même si c'est devenu plus gros, à l'intérieur de Labs, on peut vraiment innover puis pousser puis, tu sais, définir nos propres limites. Fait que c'est quand même vraiment le fun parce que ça nous permet justement d'avoir ce feeling-là qui est très expérimental, que j'aime beaucoup. Puis, Coveo, c'est un household name, right? C'est une marque qui est très, très, très connue dans le milieu tech à Québec, au Canada, puis même, et plus loin que ça. Par contre, il y a beaucoup de monde qui, comme moi avant que je me prépare pour le show, ne comprennent pas nécessairement exactement ce que Coveo fait, parce que ça fait beaucoup de choses pour des gros clients. Ouais. Ça a une grosse envergure. Fait que, comment que ça a commencé, Coveo? Puis grosso modo, les highlights de ce parcours-là, ça ressemble à quoi? Si vous connaissez, si ça avait été sur un ordinateur dans les années, je dirais début 2000, un petit peu plus tard que ça, vous avez peut-être connu Copernic, qui était un moteur de recherche pour Windows, un desktop app. Les gens de Copernic, derrière ça, à un moment donné, il y a eu une séparation, puis c'est là que Coveo a été fondé, dans 2006 environ. À l'époque, c'était vraiment un moteur de recherche, puis ce qu'on a fait avec le moteur de recherche, c'est qu'on l'a utilisé pour aller indexer des documents dans les grandes entreprises. Fait que le but, c'était de débarquer chez les clients. On avait des serveurs physiques, puis à ce moment-là, on faisait vraiment du gros scale, indexer des millions et des millions de documents dans des grosses compagnies pour rendre l'enterprise search, en fait. C'était vraiment comme ça que ça a démarré. Fait qu'un moteur de recherche, une barre de recherche, on cherche, on trouve des documents à l'intérieur d'une compagnie. Compagnie d'ingénierie, par exemple, qui fabrique des moteurs d'avion. Il y en a des PDF et des petits morceaux à search. Fait que les gens avaient besoin de ça pour se retrouver. Fait que ça, c'est vraiment le premier step de la compagnie. On s'est aperçu rapidement que le côté hardware physique, d'avoir des serveurs, de connecter ça, de scaler ça, c'était compliqué à gérer. Les gens nous appelaient parce que le serveur qui était poussiéreux dans le garde-robe était sauté. Fait que là, c'était même plus par rapport à notre software, c'était par rapport à l'infra qu'on déployait. Fait que rapidement, ce qu'ils ont décidé de faire à l'époque, puis si on parle de genre 2011, c'est tout de suite de monter dans le cloud les infrastructures de nos clients. Ça, c'était Cloud V1 qu'on appelle. Fait qu'on était encore un moteur de recherche, sauf qu'on hostait chez nous le stack des clients. Suite à ça, bon succès, ça a permis vraiment de grossir, sauf que encore là, il y avait des limites. Donc, les gars, puis ça, c'est innovation à son meilleur. Je pense qu'on est en 2015, on décide de spinner Cloud V2, qui est un vrai cloud multi-tenant scale, un SaaS en fait. Un vrai gros SaaS, c'est plus d'infra, c'est plus des machines par client, c'est un gros software que tout le monde utilise. Fait que ça, c'est vers 2016. Puis par la suite, on a tout de suite commencé à rajouter là-dedans du machine learning, des usage analytics. Puis là, ben, ça a fait boule de neige. On a réussi à développer par-dessus ça des lignes d'affaires, Coveo for Service, for Commerce, etc. Fait que vraiment, d'un moteur de recherche de bureau, en fait, jusqu'à une grosse compagnie de search internationale. C'est quand même drôle de voir cette évolution-là. C'est fair de dire que c'est un des plus gros players en tech au Canada. Oui, ben, définitivement. Puis dans certains domaines dans lesquels on est au monde, en fait, on est Laurent et Louis le disent tout le temps, nous, on est là pour les Olympiques, puis on y va, puis we get it. Avant qu'on creuse dans Coveo, je tiens à ce qu'on parle d'une page un peu plus personnelle de ton livre à toi. En 2021, tu es devenu papa? Yes. Right? Tu as écrit un article complètement débile qui s'appelle exactement Baby Dashboard, Parenting Enhanced with Time Series. Fait que t'as carrément... Pour vrai, on le mettra dans les show notes. J'adore ça, dire ça. Puis t'as carrément créé une web app pour traquer des métriques clés de ton bébé. Ouais, il y a eu des commentaires là-dessus. mais la vraie genèse de l'histoire, tu me l'as conté, j'ai le goût... Ou qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Mais quand Louis est né, mon fils s'appelle Louis, puis je te jure, je t'en parlerai pas trop, juste assez. Les gens qui me connaissent savent que j'en parle beaucoup. Quand Louis est né, il y avait des petits problèmes de respiration, ils l'ont gardé à l'hôpital. Puis à l'hôpital, il était super bien encadré. Écoute, c'est super là-bas, beaucoup d'équipements, puis beaucoup de dashboards en fait. Ouais. Là-bas, je voyais tout. Je voyais, tu sais, la saturation d'oxygène dans le sang, le heartbeat, je voyais la pression, je voyais plein de choses. Ouais. Puis Louis avait besoin de soins, fait que avoir cet équipement-là, ça me permettait quand même de comprendre ce qui se passait. Puis je suis curieux. Puis je posais des questions. Puis c'est du gros gear. Tu sais. Fait qu'après un bout, Louis, il allait mieux. Fait qu'ils l'ont retourné chez nous, mais avec de l'équipement. J'avais des bonbonnes d'oxygène. J'avais des affaires à gérer pour qu'il aille bien. Ça s'est tout résorbé. Là. C'était juste temporaire, tout ça. Mais ça reste que je suis arrivé chez nous avec les machines, plus de dashboard, plus d'écran. J'étais comme, ben là, c'était plus le fun là-bas. Tu sais, il y avait du gear. Chez nous, il n'y a pas de gear. Puis, je travaillais pas, j'étais en paternité. Fait que là, à ce moment-là, ça grindait un peu. Tu sais. Moi, j'étais un gars qui aime ça travailler. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je peux bien faire?
Dans mon équipe chez Coveo, j'ai un département qui s'appelle Product Intel. On traque du data through time. Fait que là, je regardais le bébé, je regardais les dashboards de l'hôpital, je regardais ce que je fais chez Coveo, j'ai tout mis ça ensemble, j'ai fait OK, on l'essaye. Fait que tranquillement, quand on avait des suivis, ils nous demandaient du data chaque fois. Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit, ben regarde, ils me le demandent, je sais comment le faire, je vais l'informatiser. Fait que j'ai fait un stack no code, je suis pas un bon programmeur. Fait que c'est un Google Sheet qui refresh automatique avec des fonctions là-dedans. C'est bindé après avec un Grafana qui va pomper ça, puis qui me fait ça dans des dashboards, puis c'est Google SSO qui se connecte. Ma blonde l'avait sur son téléphone, je l'avais sur mon téléphone. Tout le monde qui venait chez nous était genre, t'es mon gars, là, tu sais, la TV avec tous les dashboards, tu voyais tous les live beats de mon fils. Dernière couche, nombre de couches. Oui, le nombre de couches, le nombre de toutes par jour, le nombre de sommeils. Mais ce que ça m'a permis de faire, étrangement, c'est que j'étais capable de prédire, genre, tu veux venir souper chez nous, pas de trouble, de telle heure à telle heure, il y a des grosses probabilités que ce soit un bon temps. Tu vas le voir, il va être propre. Je sais qu'il dormira pas. J'ai été capable de faire des stats, de la prévision. Fait que là, le but, c'était de garder ça longtemps, mais à un moment donné, j'ai fait, non, tu sais, il marche puis il parle, là, je peux pas le traquer encore, là, tu sais. Mais non, j'ai arrêté après peut-être un an, en gros. OK, parce que dans l'article, tu dis, je vais l'utiliser 3 ans, je me demandais si j'avais fait la courbe de combien de data j'ai besoin, tu sais, combien de data points que je pogne par jour, puis je dure combien de temps. Fait que j'avais mis 3 ans, je connaissais pas ça, là, tu sais. Puis le gars de startup en moi a quasiment le goût de te demander, ça te tentait pas de le commercialiser, genre, ce SaaS-là? Ben, j'y ai pensé, puis en fait, bien pire que ça, ma blonde m'a dit que ça existait pas déjà, puis j'ai checké, puis oui, ça existait déjà, puis j'ai mis beaucoup de gaz pour faire de quoi qui était custom pour moi. Mais non, j'ai écrit l'article sur LinkedIn, je l'ai publié, j'ai pogné comme 46 000 vues, ça a vraiment fait pouf, là. Le monde de Grafana m'ont appelé, le monde de Mongo m'ont appelé en disant « Hey, c'est notre tech, c'est bien malade ». Mais moi, comme gars qui a scalé une business avec du content marketing, si mon software avait été utilisé dans un article de même, j'aurais été là, où c'est qu'on y envoie les fleurs à lui? Mais c'est la santé, c'est les enfants. Fait que là, commercialiser ça, je trouvais ça un peu dirty. Puis surtout que j'ai juste tout mis gratis. J'ai tout publié sur GitHub, j'ai tout donné. J'ai dit, gars, si t'es fou comme moi puis t'as un enfant malade, ça se pourrait que ça t'intéresse, tout ça. L'éthos du programmeur open sourceur. Puis dans le fond, ce que ça m'a fait en tout, c'est la promotion. Ça m'a mis mon nom. Ça m'a fait une très belle promotion personnelle au travers de tout ça. Là. Fait que c'est un peu ça l'épingle que j'en ai tiré. C'est-tu là qui t'ont donné le droit chez Coveo de faire ce que tu voulais dans le lab? Non, mais ils m'ont donné plus d'headcount pour le département de Product Intel. Fait que ils ont compris qu'on pouvait voir du data d'une manière intéressante. Coveo, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est une compagnie publique, right? Ouais. Fait que toi, tu as été là avant que ça devienne une compagnie publique et aussi après, tu l'es encore aujourd'hui. Les deux. Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions par rapport à ça. Genre, qu'est-ce que ça crée comme changement à l'interne? Fait que, y a-tu des highlights ou des contrastes entre l'avant et après pour toi que tu as vécu dans ton day-to-day, mettons? Il y en a, c'est sûr. Tu sais, je dirais que c'est plus facile aujourd'hui d'engager. On a une notoriété qui est beaucoup plus forte. Fait que quand on va pour chercher des gens, les gens nous connaissent. Aussi, au niveau de la vente, on est plus crédible. On peut dire qu'on est Coveo, on est public. Regardez les clients, regardez la bourse, tout ça. Les gens trouvent ça quand même assez cool. Puis c'est aussi la qualité des candidats qu'on reçoit est meilleure qu'avant. Les gens nous connaissent. Fait qu'on reçoit des candidatures au niveau des entrevues qui sont vraiment des gens ultra qualifiés, des gens de search ou de ML qui, avant, on recevait un peu plus des généralistes. On reçoit vraiment comme des gens des compétiteurs, par exemple. Ou tu sais, quand il y a des layovers dans une autre compagnie, mais ils font le tour des compagnies de search. On existe publiquement maintenant. Fait que ça aide quand même. Niveau day-to-day, on s'aperçoit qu'il y a une scrutiny qui est un petit peu plus grande qu'avant. C'est-à-dire qu'à chaque quart, il faut faire des bilans. Il faut s'assurer que les investisseurs sont contents. Donc, on s'aperçoit aussi qu'il faut s'assurer de mieux mesurer à l'interne puis mieux être capable d'expliquer ce qui se passe au day-to-day. Fait qu'on a toujours une vision long terme, ça n'a pas changé, puis on veut toujours avancer avec le produit, sauf que le court terme devient plus, pas imputable, mais devient plus intéressant à regarder sous la loupe. Fait qu'on a des meilleurs outils, puis on s'équipe pour avoir une reddition de compte qui est plus facile, qui n'est pas lourde non plus. Parce que ça vient avec des responsabilités d'aller public. Puis ça, c'est-tu... Moi, je suis un noob, là. J'ai jamais travaillé dans une compagnie tradée publiquement. Ça vient-tu avec un schisme, genre, dès qu'on ring the gong puis qu'on est listé avec notre TS, je sais pas quoi, là, tout change puis les processus changent, ça a été incrémental puis vous êtes quand même habitué à ça? Non, ça a changé quand même assez fort. On a refait parce un que branding. On l'avait préparé. Pré-IPO, et tu sais, Louis, Tétu puis les gars du C-Suit, c'est pas leur premier coup de circuit. Là. On fait le tour du chapeau avec 2 autres compagnies auparavant. C'est la 3e qui va public que notre suite exécutive a leadé. Fait qu'il était quand même bien rodé à ce jeu-là.
Puis, non, ça a changé, mais ça s'est fait très bien. Les employés, maintenant, on peut plus divulguer tout. On peut plus avoir des podcasts dans nos bureaux puis jaser de Baby Dashboard. Non, c'est pas vrai. On peut encore faire ça, mais faut effectivement faire attention à ce qu'on dit un peu plus parce que, bon, les gens peuvent utiliser ça à contrebalan au niveau de la bourse, dans le par marché exemple. direct, ouais. Ouais. Puis j'ai le goût que tu me parles un petit peu, là, avant qu'on rentre dans la plus technique, d'un truc que tu organises ou que tu animes, du moins. Ouais, Ça s'appelle le Coveo Blitz, qui est quand même fucking cool pour la communauté dev. Fait que parle-moi de ça. Blitz, c'est fou, ben raide. Écoute, Blitz, ça se passe ici. La cérémonie finale, c'est exactement là, même trip. C'est moi qui l'anime avec Andy Aymon, qui est mon co-animateur. Blitz, c'est la plus grosse compétition informatique au Québec. On demande à toutes les écoles, que ce soit cégep ou université, on leur dit, donnez-nous les meilleurs teams. En fait, c'est les gens qui s'auto-registrent, les étudiants. Puis ils viennent ici, en équipe, on passe les bureaux en haut. Ils viennent physiquement à Québec, ils ont les pods, ils sont équipés comme nos devs ici. Nice. Puis le but, c'est qu'ils codent des algorithmes qui vont se battre les uns contre les autres. Fait que nous, on a fait une plateforme. L'année passée, par exemple, c'était super cool. On a eu une année, c'était la jungle. On a eu une année, c'était Cowboy. Puis l'année passée, c'était un Tower Defense. Puis chaque équipe, on va prendre leur bot, leur intelligence, puis on les load dans le jeu, puis on pèse supplé, puis on regarde la simulation. Puis dépendamment de ce que toi, tu as codé, si, mettons, ton code, il tourne en rond, puis après, il s'en va. Ça, c'est le mien, ouais. Fait que l'autre qui tire des boules de feu, ça se peut qu'il y ait un avantage sur toi. Ouais. Fait qu'on a vu toutes sortes de choses au travers de ce code-là, puis la manière que les gens... Puis il y a des gens qui overkill. Tu sais, t'as des scientifiques, là, genre des gars à maîtrise de Polytechnique qui arrivent avec leur gros sabot ML, puis finalement, ils prennent tellement de temps à développer quelque chose que tu as des jeunes qui itèrent super vite et qui font juste genre, ah, mais crif, quand je fais ça, personne ne me pète. Fait que finalement, tu as du monde qui avance dans le pool juste parce qu'ils sont débrouillards ou sont plus rapides. Ça dure combien de temps? Il y a combien de monde? Juste une idée. Flo peut me confirmer le nombre de monde cette année. On a 200 participants cette année, divisés en équipes de 4. Fait que ça fait un bon paquet d'équipes. On a les coachs Coveo qui viennent, on a les animateurs. On met ça sur Twitch en direct. Nice. J'ai acheté un truc pour faire des sons. Fait qu'on peut faire puis là, vraiment hype le monde avec ça. Puis il y a plein de monde ici qui sont des gens Coveo là, qui sont bénévoles puis qui vont être là cette journée-là aussi. Man. Est-ce qu'il y a des prix genre... Voici un job chez Coveo. Oui, ben en fait, c'est une des méthodes de pas de hiring qui est assez intéressante. On regarde le talent, mais on regarde aussi vraiment la capacité à collaborer. Dans ton équipe, t'étais-tu genre, je vais tout faire tout seul puis je vais coder plus vite? Si oui, ben tu sais, nous autres, c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Over-engineer. Mais ouais, over-engineer. Fait que nous, c'est une manière de recruter, une manière de faire triper les jeunes, de mettre notre brand out there aussi. Tout le monde connaît Coveo dans les universités en sortant. Toutes les meilleurs connaissent Coveo à cause de ça. Fait que ça nous donne un petit edge là, au niveau du recrutement. Quand il a fallu que je double la team de Snipcart après l'acquisition, Coveo était une grosse inspiration pour moi parce que j'étais comme, hey, il y a des activités et des tactiques qui sont déployées pour que le résultat soit tout le monde qui sort de l'université en dev, c'est qui Coveo, puis check des internships là, puis ils vont faire là. Fait que j'ai pas eu le temps d'essayer de répliquer tout ça, mais je trouve ça malade, puis je trouve que c'est win-win, parce que c'est win-win-win. C'est win pour les institutions académiques, right? Parce qu'ils ont des vrais joueurs dans le vrai market qui viennent donner des vrais projets. Fait que c'est inspirant. C'est win pour les étudiants parce qu'ils apprennent pour de vrai. Ils se font un preview de ce qui va se passer dans le market. C'est win pour vous parce que vous pouvez générer des leads probablement ou des candidats. Ouais, puis c'est que c'est le fun. Les gens qui travaillent sur la plateforme Blitz puis sur tout le design, tout ça, on a vraiment du fun à le faire. Ça fait pas partie de tes heures de travail. Là, c'est vraiment du bénévolat qu'on fait que ça nous fait tout triper. Chaque année que ça arrive, je commence, c'est quand Blitz là, que je tripe, puis je monte mes scènes, puis fait que c'est vraiment le fun. Très cool. On rentre dans le plus crunchy, fait qu'on se crank quelques définitions. On va y aller en mode Eli 5. Yes. Pour ceux qui sont sur Reddit, explain like I'm 5. Mais moi, j'ai 33, fait que tu peux... Vas-y comme tu le sens. Mais grosso modo, le premier terme, c'est... Vous allez voir dans le branding et dans le positioning de Coveo, il y a beaucoup le terme relevance, right? The relevance platform. J'ai le goût que tu m'expliques, pour le monde ça sonne un peu alien, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Bon. François, non, je te parlerai pas comme si t'avais 5. Relevance en français, pertinence. Ce que c'est une Relevance Engine, en fait, imaginez ça comme une machine qui répond toujours la meilleure chose possible. Quelles questions on pose à la machine? Mais ça peut être très varié. Je peux dire, men
skate shoes black? C'est une question qu'on pose à un engin de recherche comme la baie d'Hudson. Ou encore une question comme quel temps va-t-il faire demain à Québec? Ou encore ma lumière flash sur mon modem, dépannez-moi Vidéotron. C'est toutes des questions qui existent que les gens posent. Tu as plusieurs manières de répondre à des questions. La nôtre, celle qu'on a décidé de mettre en place, c'est vraiment des moteurs de recherche appuyés avec l'intelligence artificielle par-dessus. Donc, quand tu poses une question, je vais aller regarder dans l'information qu'on détient. Ça, c'est un chapitre en soi. Nous, on est capable d'aller chercher l'information d'un peu partout dans une business. On met ça dans notre index. Puis par la suite, quand on pose des questions, on utilise le machine learning pour enrichir la question, comprendre le contexte d'où elle vient, puis à ce moment-là, répondre la meilleure question. La plus pertinente. La plus pertinente, la meilleure réponse, celle qui risque vraiment d'augmenter la conversion, en fait, que tu sois en commerce ou pas. Là. Mais là, parce que récemment, on en a parlé, là, Vince, là, mais j'avais une discussion à l'oral là, avec un ami à propos des. Je me rappelle plus l'exemple, je pense les étoiles, mettons. Puis, ça fait bizarre. On parlait des étoiles, puis une couple d'heures après, évidemment, sur mon cell, j'ai des Instagram ads qui me disent Shop the skylight the day you were born of the stars. Ouais. Whatever. Puis là, ma question pour toi et pour, honnêtement, le gouvernement et Bill Gates, c'est est-ce que mon téléphone m'écoute? La réponse, c'est oui, ton téléphone t'écoute. Non, c'est pas vrai. En fait, comment ça fonctionne, puis encore une fois, c'est un truc de relevance en quelque sorte, mais c'est que ce que tu fais dans la vie, t'es pas le seul à le faire. Fait qu'en fait, quand on va te proposer quelque chose Attends. Quoi? Je te dis, tu penses que t'es comme que t'es, puis que t'es tout seul, mais vous êtes une couple. Vous êtes une couple de gars avec des calottes blancs à Québec en ce moment, tu sais. Fait que ce qui arrive, c'est que même quand on se croit unique, on laisse des traces de notre comportement, puis on peut s'associer à certains groupes. Fait que t'es un gars dans la trentaine qui trippe en tech, ça donne que le monde comme toi, il aime ça les étoiles. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça le shortcut. Pas le shortcut, mais ce qu'on va faire. Tu le fais de façon vulgaire, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu es connecté avec une device X d'un lieu Y à un temps donné, en laissant plein de traces sans le savoir. Puis à un moment donné, quand tu prends tout ça, puis tu converges ça, tu es capable de, en quelque sorte, profiler le monde. Quand tu vois des étoiles d'une place à une autre, c'est un autre patente, par exemple. C'est souvent du cross-cookie qu'on appelle. Exact. Tu étais sur un site, là, je check ce que tu fais, puis je donne l'information à mon chum à côté. Puis là, on a une disruption qui est en train de se passer dans cette dimension-là de notre vie numérique. Bon, loi 25, les cookies qui sont de tierces parties qui te suivent de site en site. Ça devient un petit peu plus complexe à tout le temps implémenter. Pour les marketeurs numériques, ça peut peut-être vouloir dire un cauchemar d'attribution marketing, right? Pour Coveo, ça change quoi dans le fond, ça, concrètement? Ça change pas grand-chose parce qu'on a prévu le coup. Fait qu'en fait, si tu viens sur un site que Coveo est en arrière, après une couple de clics, je vais te montrer des étoiles, inquiète-toi pas, mais c'est pas parce que quelqu'un m'a dit que t'aimais ça. C'est parce que je suis capable de deviner à froid avec un utilisateur anonyme où tu t'en vas. Nous, on spot, là. Fait que c'est pas multi-session. C'est pas multi-session. Ben, ça peut être multi-session si tu reviens plusieurs fois sur le même site avec le même appareil. Fait que là, moi, je mets un cookie, oui à tout ça, puis tu as dit oui à tout ça. Mais comment ça fonctionne? Nous, c'est qu'on regarde le fil de la visite, puis on est capable, avec du deep learning, puis ce qu'on appelle personalization as you go, on est capable vraiment de mapper les gens. D'habitude, quand ils font ces patterns-là, ben, ils s'en vont vers ce groupe de documents-là ou ce groupe d'items-là. Fait que toi, tu arrives, tu me parles de Jupiter, de la Lune, étoile. Je comprends que tu t'en vas vers là, sans nécessairement laisser de traces. J'implémente chez plein de gros clients commerce, puis en le faisant, je regarde dans les cookies, puis je m'aperçois qu'ils peuvent avoir des fois 50, 60 third-party cookies qu'ils utilisent pour faire la personnalisation. Fait que ça, c'est pour eux un risque, puis pour nous un avantage, parce que nous, on est capable de le faire sans ça. Fait que c'est vraiment une opportunité qu'on a, GDPR, puis les cookies, puis cette deprecation-là, de forcer les gens à faire la personnalisation avec les données qu'ils détiennent et non pas d'essayer d'aller chercher ce qu'il y a ailleurs. Mais l'affaire, Vince, c'est pour marketeurs juniors qui commencent à avoir une plateforme de deep learning qui genre est capable de prédire on the spot ce qui va se passer sur son site de SaaS pour que ça converte. Vous avez l'engineering, vous avez les scientifiques qui sont à l'interne, les têtes sont là, le code il est là. Ouais. Mais on rentrera pas en débat sur les third-party cookies ou pas. Là. J'ai pas d'opinion forte pour l'instant. Mais je comprends que c'est pour bien du monde qui font une pub Facebook, puis ça permet de tracker après, puis de voir sur ton site, ça te fait un flow. C'est vraiment le fun. C'est des technologies qui sont très plaisantes. Là. En fait, c'est que ça permet de scaler des canaux de croissance avec plus de confiance dans ton attribution. Tout ça, mais c'est malade de voir comment vous, juste sur une session ou plusieurs sessions sur le même site, vous êtes capable de faire de la prévision et de la personnalisation. Oui, puis il y a plein de mécanismes. Écoute, si tu es anonyme puis tu finis par te logged in, on stitch les sessions, dépendamment de tes appareils. Fait que on a des mécanismes vraiment cool, mais toujours dans le respect de l'individu au travers de tout ça.
Puis, t'as mentionné en passage Commerce, qui est un produit. Tu veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Commerce? Ouais, mais Coveo, c'est une plateforme, donc je vous en ai parlé un petit peu rapidement tantôt. On va chercher du contenu, on le rend disponible via la recherche, puis on a du machine learning là-dessus, on a des analytiques. Par-dessus cette plateforme-là, on se met à construire des produits. Présentement, les grandes familles de produits qu'on a, c'est services. On a vu André tantôt qui est ici, directeur côté services. On a commerce, qui est vraiment une offre dédiée pour les sites de transactions électroniques, plein de gros sites qui utilisent Coveo. Puis finalement, la troisième partie, on l'appelle plus plateforme. À ce moment-là, c'est des sites web ou encore du workplace. Si tu travailles à Revenu Québec puis ton intranet, tu ne l'aimes pas puis tu ne trouves rien, mais tu sais, avec un Coveo à l'intérieur, tu es capable de trouver tous tes documents puis tu es bien heureux. Got it. Fait que ça serait les 3 grands produits qu'on développe. Le commerce, c'est le plus jeune, right? Le commerce, c'est le plus jeune, c'est le plus récent. C'en est un qui flash beaucoup, puis il y a beaucoup de traction. On a été capable d'aller chercher des partenaires comme SAP, qui est immense dans le monde du commerce, puis des grosses patentes. SAP, on est un partner officiel. On a une intégration Coveo for SAP. On a fait la même chose en commerce avec Salesforce Commerce. Fait que cette plateforme-là fonctionne aussi via... tu peux avoir ton plugin Coveo, je dirais, là, qui s'ajoute à ce que tu as déjà. Est-ce que tu es capable de dire quelle couche dans le e-commerce Coveo, donner un exemple concret de comment Coveo améliore une expérience de... Écoute, c'est drôle que tu en parles parce que je suis en train de faire un prototype présentement. On a un prospect qui s'intéresse à nous. C'est une grosse compagnie du Midwest. Je ne nommerai pas le nom, mais avant de tout. Quand je dis de tout, là, un tracteur agricole, un pyjama pour ton fils pour Noël, des animaux, du gear électronique, des couteaux, ils vendent tout. C'est comme un gros magasin général du Midwest. Ouais. Un de leurs problèmes, eux, c'est justement que, étant donné que les catalogues est tellement large, tu rentres sur le site, puis là, tu te mets, mettons, toi, à regarder des affaires de Noël. Un arbre de Noël, la décoration de Noël, l'emballage de Noël. Après, quand tu hits le search box, il ne s'en rappelle pas de ce que tu as fait. Puis là, tu pèses sur C, puis au lieu de te donner Christmas tree, il va te donner cookie, whatever. Tu sais, il n'est pas personnalisé. Fait que ce qu'ils nous ont laissé faire, c'est mettre sur leur site un petit morceau qui capture des données. Fait que nous, on se met à capturer ça, puis on a reconstruit leur site de notre côté avec l'intelligence qu'on a ramassée sur leur site. Ça sonne vraiment X-Files puis soldé, là, sérieusement, c'est vraiment particulier. Mais l'expérience que ça donne, c'est que là, j'ai commencé à regarder leur site. C'est Thanksgiving aux États-Unis. Quoi de plus américain que de faire frire une dinde au complet? Fait que sur leur site, il y a plein de turkey fryer. Fait que là, je me mets à regarder ça. Je me promène là-dedans. Puis là, je regarde des accessoires pour faire ça dehors, des mitaines de cuisson, de l'huile, etc. Je ramasse mon cookie, puis je vais dans mon expérience Coveo, puis je le mets. Puis écoute, tout devient personnalisé. Le homepage, je vois de l'huile, des friteuses, des affaires de même, parce qu'on a mis un carrousel de recommandations homepage. Je clique sur le search box. Les premières affaires que je vois, c'est turkey frying, oil, extinguisher. J'ai trouvé vraiment drôle, mais tu sais, c'est que le monde, finalement, sont dans ce pattern-là. Puis toute l'expérience après, quand tu searches, si tu écris glove, au lieu de te donner des gloves de construction, je vais te donner des mitaines de cuisson, par exemple. Fait que tu sais, c'est la suggestion, c'est le ranking, puis les recommandations. Ça se personnalise live au cours de la session. Un dernier terme à définir avant qu'on creuse, encore plus, Generative AI. Le bout de la fun. Generative AI, c'est, tout le monde l'a entendu, GPT, DALL-E ou encore Midjourney. C'est quand l'AI est utilisé pour générer du contenu qui n'existait pas auparavant. L'AI va apprendre du contenu qui existe déjà. Tu sais, Midjourney a dû lire toutes les photos de l'univers. GPT a lu Internet au complet. Fait qu'ils prennent ce data-là puis ils se forment des modèles qui permettent de générer du contenu qui n'existait pas. C'est simplement ça. Quand on les prompt. Ouais, ça ne veut pas dire que c'est des bons outils pour aller chercher du contenu. Si tu demandes à GPT quelque chose, il va peut-être te dire des mensonges. En fait, il va toujours te dire des mensonges. Il n'a aucune idée qu'est-ce qui est vrai ou pas. Pas de conscience. Il fait juste parler vraiment bien. Puis Midjourney génère des photos vraiment bien, mais c'est pas qu'est-ce qu'il fait. Fait que, tu sais, c'est là où on a une bonne valeur ajoutée dans ces domaines-là. Le generative, c'est vraiment pour créer. Fait que s'il faut que tu t'inventes des photos, c'est le meilleur outil qui a jamais existé. S'il faut que tu cherches une photo, pas sûr que c'est le meilleur outil. T'sais. Il va t'en trouver ta photo là, d'étoile, mais ça sera pas vrai. Right. Fait que, c'est malade parce qu'à la fin du pod, tout le monde va me dire « Fait que t'es un astronome? » Ouais, c'est ça. C'est quoi ton signe? C'est toi qui as starté ça. Fait que là, tu nous as parlé ton parcours, de ce que Coveo fait. On a défini une couple de termes. Puis, mais tu as mentionné le Coveo Labs. Est-ce que je l'ai... Ouais, OK. Fait que moi, je suis curieux, un directeur R&D comme toi, genre, ton day-to-day, ça ressemble à quoi? Genre?
Là, aujourd'hui, tu un peu les prototypes comme tu viens de nous dire? Oui, il y a une ou- partie. ok. Là. Aujourd'hui, j'indexais des friteuses à dinde. Là. Ça arrive. J'ai 3 grandes choses que je fais. Là. Beaucoup de travail d'équipe. Je veux pas, quand on est directeur, on synchronise des initiatives. Fait que j'ai beaucoup de projets que je contribue. Parce que ça fait longtemps que je suis chez Coveo, je connais bien la plateforme, donc je suis un contributeur des fois d'un point de vue technique, d'un point de vue du produit, mais surtout pour mettre du monde ensemble, puis pousser, puis avancer. C'est vraiment ma force. Moi, c'est de partir des projets, on se crank, let's go, on fait un giron, on fait un channel, on part, puis on décolle. Fait que ça, c'est une grosse partie de mes journées. Comme directeur, ce que j'aime faire beaucoup, c'est passer du temps avec ma gang. Moi, chaque employé, j'ai une demi-heure, si c'est pas plus, par semaine, chacun d'entre eux, one-on-one. Ça me prend du temps dans mon horaire, mais ça m'en enlève tellement en gestion après que ça. Fait que, il y a une grosse partie de ma semaine qui est jaser avec les gens, jaser avec mon monde, jaser avec d'autres mondes pour prendre des requirements, faire avancer les projets. Mais c'est quand même ça. Sinon, ben, c'est ça. Les 3 grandes parties que je fais, c'est Product Intelligence. Fait que c'est vraiment de prendre les données de la plateforme puis de les mettre dans des time series pour faire des dashboards après. L'autre bloc, c'est tout ce qui est prototype. Fait qu'on parlait tantôt de generative, de tout ce qui était IA génératif. Ben, quand c'est arrivé dans le marché, c'est nous qui a commencé à jouer avec ça. Puis le 3e bloc, c'est des démos. Fait qu'en fait, ça sonne un petit peu similaire, mais les démos, c'est de prendre le latest and greatest de Coveo puis de le faire shiner. Et non pas À l'interne ou avec des clients ou les deux? Les deux. Okay. À l'interne, à l'externe, SAP utilise nos démos pour vendre Coveo for SAP. La documentation technique utilise les démos comme référence. Puis à l'interne, toutes les nouvelles features qu'on fait, on les teste dans les démos. Fait que le lab essaie d'inventer les nouvelles features, puis les démos, à la fin, les prennent puis les chaînent une fois qu'ils sortent de la pipe, de la R&D en général. Pendant que je faisais ma recherche, qui était pour préparer ce show-là, il y a une couple de mois, je pense. Là, ça fait un bout qu'on a commencé. Anyway, la version de la page d'accueil, à l'époque, right, qui n'est complètement plus la même, right, le H1 disait quelque chose qui m'intéressait, puis j'ai le goût qu'on challenge ça un petit peu. Le H1 à l'époque, c'était « The only AI platform specifically built to make every digital experience delightful, relevant and profitable ». Mais là, il y a un conversion optimist marketer type of personne qui a mis une astérisque à profitable. Puis là, moi, j'étais un peu un copy nerd puis un marketing nerd. Je disais, qu'est-ce que... OK, What, profitable, ça veut-tu dire, dans le fond, les autres sont pas profitables ou c'est qui fait de l'argent? Qu'est-ce que tu sais? Fait que quand tu hover sur l'astérisque, grosso modo, c'est genre un doux 10 de vos compétiteurs qui dit « Our competitors haven't figured out how to use machine learning, point. » Instead, they settle for generic black box models that can't serve your enterprise-specific needs. Dans le pop-over de l'étoile. Ouais, quand tu hover sur l'étoile qui est mis sur juste le mot « profitable ». Je trouve ça malade, personnellement. Puis, you deserve better. Clique ici pour en apprendre plus sur comment Coveo t'aide à faire chaque expérience digitale, la rendre profitable, excuse. Fait que, premièrement, je suis allé dans le Wayback Machine pour retrouver la homepage du temps que moi, je cherchais sur Coveo. Pourquoi qu'elle change aussi souvent que ça, Vince? Première question. C'est une bonne question. On change la homepage, puis pas juste la homepage. En fait, on change à peu près tout le temps en faisant des A/B tests puis en mesurant ce qui se passe. Fait que dépendamment de ce qu'on affiche, même dans notre produit, quand tu fais une recherche sur Google, ça se peut que des fois, ça bouge. Personne ne s'en rend compte parce que c'est à grosse échelle, mais nous, c'est à plus petite échelle, fait que tu l'as vu. Mais ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on évalue 2 différents messages, puis on regarde lequel est le meilleur, lequel nous réussit à nous faire booker un gars qui vient nous parler de ça. Ça a marché, il faut croire. Fait que, tu sais, le but, c'est vraiment d'avoir plusieurs expériences puis de mesurer. C'est pour ça que Baby Dashboard, entre autres, puis Product Intel, puis tout ce qu'on fait, selon moi, dans notre domaine, c'est important. On peut aller vite, puis juste s'épuiser, ou on peut aller vite, puis mesurer, puis toujours avancer dans la direction qui est comme payante au niveau d'un message. Fait que ça, c'est le côté A/B test de notre site web. Je sais qui l'a écrit le message, puis je vais te dire ce que ça veut dire. Rendre une expérience profitable, c'est surtout par rapport au domaine de e-commerce. OK. On n'est pas les seuls à faire du machine learning. Puis ce que tu vas voir ailleurs dans d'autres compétiteurs, c'est des algorithmes qui sont assez bancals où, par exemple, tu vends des vélos. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un de ta compagnie qui se dit ce vélo-là, on en a trop dans le shop, on va le mettre en rabais. Fait qu'on le met en rabais, les utilisateurs arrivent puis le voient, ils vont se mettre à cliquer dessus. Fait que l'habitude, ces engins de recherche-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le prendre puis ils vont le monter tranquillement parce que c'est un résultat qui donne un outcome positif. Fait que la machine apprend que, c'est payant. Fait que là, moi, je le fais puis je le monte.
Sauf que ce vélo-là qui est en rabais, eux autres, ils le veulent plus, là, puis ils le vendent à perte. Puis ce que tu fais finalement, c'est que tu engendres un cercle où le monde sont dirigés vers des produits qui sont pas rentables pour toi en tant qu'entreprise, parce que AI capote, parce que le monde capote, parce que tu as fait un deal dessus, puis là, tu es comme pris avec ça. Fait que la vérité, c'est que les expériences de commerce en ligne sont souvent pas profitables. C'est difficile de faire de l'argent avec du commerce en ligne. Pour le commerçant. Pour le commerçant, parce que si tu viens dans ma shop de vélo, moi, je vais te regarder et je vais te dire, ben non, c'est pas lui que ça te prend, c'est l'autre. Mais ça, en ligne, tu peux pas. Gros, un vélo qui roule vite, tu sais. Fait que si tu vas en magasin, tu peux conseiller les gens. Puis le conseil, ça vaut de quoi? Parce que ça évite de se faire retourner un vélo 2 mois après puis que tu sois un maudit après vélo si mort parce qu'il t'a pas donné le bon produit. Fait que le côté conseil de donner les bons produits qui sont bons pour toi, mais aussi pour l'entreprise qui les vend, c'est ça une expérience profitable. C'est ça que les gens ont de la misère à faire, selon nous. Tu sais, il n'y a rien de moins nice que le commerce que tu aimes s'il ferme. Tu sais, fait que dans l'équation d'avoir une belle expérience, ça implique qu'il y a une des deux parties qui est vivante aussi. Tu sais. Oui, c'est une transaction des deux. Le commerçant aussi, il y a des règles d'affaires, tu sais, puis il y a des choses qu'il veut insérer dans le modèle de relevance. Puis c'est ça qu'on veut dire par là. Fait que tu as expliqué un petit peu comment certains des modèles compétiteurs suck, entre guillemets. Avec un exemple concret là, de cette espèce de loop d'optimisation-là qui est dans le fond pas vraiment bénéfique pour le commerçant qui déploie ces modèles-là. Comment est-ce que les modèles de Coveo, eux, se démarquent? C'est une bonne question. Ça fonctionne chez nous comme un oignon. Il y a plein de couches qu'on va embriquer une par-dessus l'autre. Fait que la couche comportementale de l'utilisateur, elle existe. Tu viens chez nous, puis tout le monde clique sur le vélo qui va vite, il va finir par monter en haut, lui aussi. Sauf que en tant que business, on peut insérer là-dedans d'autres paramètres. Fait qu'on peut rentrer, par exemple, des paramètres sur ton inventaire, sur ta profitabilité, sur ta chaîne d'approvisionnement, plein de paramètres qui vont te permettre de balancer cette équation-là, puis de voir finalement, OK, le produit, si j'y écris vélo, il se retrouve là dans ma page parce que par exemple, on a eu beaucoup de clics dessus des gens de Québec. Fait que les gens de Québec aiment les vélos qui vont vite. Fait que quand tu es à Québec puis tu searches pour vélo, c'est pour ça qu'il est là. Sauf qu'on a décidé de le descendre 2 crans parce que tu n'en as plus beaucoup en inventaire. Fait que là, si je sais que je te mets première position, tout le monde va l'acheter, tu ne pourras plus le shipper. Fait qu'on est capable, en fait, de balancer l'input de l'utilisateur avec les règles d'affaires, finalement, d'une compagnie. Puis là, les gros investissements qu'on fait présentement, c'est vraiment pas juste d'avoir des règles d'affaires, mais d'automatiser finalement tout le côté business avec du AI aussi. Fait que le AI comportemental, puis un AI qui est plus basé sur ta chaîne de production, de distribution. Les décisions que tu peux faire, mettons, au niveau de l'inventaire ou genre... Ouais. All right. Puis comment est-ce que l'IA génératif vient jouer dans vos produits? C'est où que ça apparaît? C'est mon bout de préféré. Si tu vas sur un site Coveo puis tu dis « j'aimerais avoir un beau vélo », d'habitude, ça fait juste casser parce que c'est des searches de commerce. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est si tu as du contenu qui décrit tes vélos, on va être capable de le lire, de l'indexer, puis par la suite de recommander, par exemple, aux utilisateurs en parlant simplement. Fait que tu vas avoir un GPT qui va répondre, qui va dire « bon, mais regarde, en fonction de ton niveau d'activité physique puis ton niveau d'ancienneté avec le vélo, je te conseille celui-là. Veux-tu voir les produits associés à ça? » Fait qu'on a vraiment un côté comme conversationnel, discovery, je dirais, en commerce, pour être capable d'aller après à jouer dans les produits. Le plus gros use case qu'on a, par exemple, c'est pas en commerce, c'est vraiment dans le service à la clientèle. On a une compagnie, puis c'est un huge success story, ça s'appelle Xero. C'est une compagnie qui est une compagnie comptable, c'est un SaaS de comptabilité. Xero, c'est un client à Coveo depuis longtemps. Puis quand on a commencé l'expérience GenAI, ils ont fait, nous autres, on veut l'essayer. Fait qu'ils ont rentré avec nous en bêta dans un programme. On a continué le bêta. Le produit, il se lance le 15 décembre, là, puis Xero, ça fait 1 mois qu'ils l'ont mis sur leur site web en production. Donc, ils ont été live avec notre feature bêta, tellement ils trouvaient que c'était de la bombe. Depuis qu'ils ont mis ça sur leur site web, Xero, c'est 3,5 millions de clients qui vont poser des questions. Comment faire un livre comptable? Comment mettre un nouvel employé dans quelque chose? Quand tu poses cette question-là sur le site de Xero, ça répond du texte. Ça leur a permis de réduire la quantité qu'ils reçoivent d'appels puis de cas de 20%. 20% sur une compagnie multinationale, c'est des gros sous. Mais Vince, comment ils font le QA là-dessus pour être sûr que la réponse GenAI est... Quel QA? C'est un process compliqué. On est obligé de s'asseoir avec eux autres, les experts internes chez Xero, de leur faire passer plein de questions, puis d'évaluer ça, c'est correct, c'est pas correct. Une fois que tu as un sample qui est assez gros, là, tu peux dire que tu es safe. C'est quasiment du reinforced learning. Un peu. Oui. Mais en fait, c'est que souvent, quand la machine ne répond pas, c'est parce que tu n'as pas les documents dans Coveo pour qu'elle réponde. La machine, nous, on l'a groundé, qu'on appelle, parce que GPT, il est fou. Fait que là, nous, ce qu'on lui a dit, c'est, gars, mon grand, tu te calmes.
tu vas répondre uniquement ce qu'on va te dire comme instruction. Fait que quand tu fais une recherche, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les documents dans Coveo. Puis une fois qu'on a trouvé les bons documents, on les envoie en passage à GPT en lui disant, tu vas répondre à la question de ce gars-là avec ces documents-là, seulement ces documents-là, sinon tu te tais. Fait que c'était bien important de le calmer parce qu'au début, Mais il faudrait faire attention au ton que vous utilisez avec les modèles AI, par contre, parce qu'ils deviennent sentients puis tout ça, ça se peut. On le sait jamais. Je venais cogner à la porte le soir, là. C'est bien beau de builder d'énormes produits de ce scope-là, avec des produits avec l'ambition, mais comme tu le sais, tu as une équipe, tu dois embaucher. Ce genre de produit-là puis de plateforme-là, ça se construit pas tout seul en silo, right? Il faut des bons ingénieurs, des bons gestionnaires, des bons X, Y, Z, fill in the blank. De façon générale, trouves-tu que c'est tough d'embaucher en tech au Québec? Quand même, oui. Il y a un nombre limité. Veux pas, on n'est pas une si grosse population que ça au Québec. Il y a de la compétition féroce aussi. Hein? Ouais. On a été, je pense, identifiés comme étant des très bonnes personnes intelligentes qui travaillent bien puis qui coûtent moins cher que des gens dans la vallée. Fait qu'il y a des grandes compagnies qui viennent sniper les joueurs. Ouais. Ça fait de l'exode du savoir, de l'exode des revenus en général. Fait que c'est pas nécessairement profitable. Puis en général, oui, je pense que, entre autres, parce que les gens connaissent pas ça. Moi, j'ai pas étudié en SaaS, là, puis j'ai pas étudié en search. Puis finalement, je me suis refait un chemin ici, puis je suis rendu un des experts là-dedans. C'est vraiment cool. Puis la chance existe, si on est intéressé, si on est curieux. Puis ça, je pense que les gens ont peut-être peur. Des fois, ça a l'air des petits intimidant. Là. La première journée que je suis rentré ici, moi, j'étais comme, mon Dieu, tout le monde est non, ben bon. C'est super traumatisant. Hein. mais je pense que d'aider, justement, puis de faire comprendre que c'est quelque chose qui pas qui est accessible. C'est pas vrai que tout le monde est égal puis que tout le monde peut le faire, mais si tu l'as, le feu en toi, je pense que c'est quelque chose qui est disponible. Écoute, pour ceux qui ont déjà écouté mon histoire et mes affaires, vous le saurez que je suis juste tombé par accident dans les SaaS. Même pas comme un programmeur. Right? Tombé des nuages. Ouais. Comme un marketeur, right? Puis éventuellement entrepreneur. Mais une des missions de SaaSpass, un des objectifs de la mission de SaaSpass, c'est augmenter le nombre de professionnels qui s'épanouissent en SaaS au Québec. Puis je pense foncièrement que ça passe par pas juste parler au monde qui savent déjà c'est quoi le SaaS. Exact. Puis tu sais, on espère tout le temps qu'il y ait une fringe de curieux dans les événements, dans les écoutes du pod, etc. pour comme faire « Yo, tu sais, venez voir ce qu'on fait nous autres. » Puis probablement qu'on a plus de talent qu'on pense, mais il est juste pas nécessairement aware ou conscient déjà qu'il peut avoir une carrière de feu en tech ou en SaaS. Puis tu sais, on a une grosse force R&D ultra qualifiée. Là. Fait que tu sais, j'irais pas, moi, m'oser travailler dans l'index avec William en C++ puis pleurer ma vie tous les jours. Tu sais, c'est pas c'est pas mon gig. Mais la moitié de la compagnie est en R&D, puis l'autre moitié, ben, pas en R&D. Tu sais, fait que tout ce qui est mise en marché, tout ce qui est vente, tout ce qui est support, tout ce qui est RH. Tu sais, il y en a du monde qui gravite autour de cette plateforme-là, finalement. Absolument, d'autres. Mais moi, j'ai le goût de voir... Parce que là, on a creusé comme dans le produit technologique. Il y a des prototypes, il y a de la value qui est déjà livrée. Mais le generative AI, dans des applications enterprise, des applications commerciales, ça reste jeune. Right? Ça reste quand même relativement nouveau sur un timescale de la tech en général. Comment ça influence la vision Coveo dans 5 ou 10 ans? C'est quoi la vision Coveo, 5 à 10 ans? Ben, c'est intéressant. C'est un tsunami GPT. Quand c'est arrivé cette année, ça a fait réagir tout le monde. Veut pas, c'est quelque chose de massif qui change comment on interagit avec l'information d'une certaine manière. Donc, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on croit fortement qu'une bonne search box avec un bon moteur de recherche, c'est le moyen optimal d'avoir accès à l'information. Peu importe si c'est quoi la question ou le texte ou ce que tu veux faire corriger, d'avoir une plateforme intelligente qui fait un premier retrieval de data intelligent, puis qui comprend ton intention, qui va chercher les bons documents, on est persuadé que c'est ce qu'il faut pour construire le reste. Fait que, par exemple, Xero, s'il avait mis GPT sur leur site web, le nombre de plaintes aurait explosé parce qu'il aurait dit, ben oui, pas de problème, ton Xero marche pas, pèse sur Power. Tu sais, c'est un SaaS, il n'y a pas de Power, mais il ne sait pas GPT, ça. Fait que le fait d'être capable d'avoir vraiment de ce qu'on appelle groundé sur de l'information qui est propriétaire sécurisée, qui t'appartient, puis d'être capable de donner ça, par exemple, à des expériences génératives, c'est vraiment une valeur qu'on voit qui est en forte demande. Fait que le but, nous, notre vision, c'est vraiment de devenir une plateforme intelligente de data retrieval, vraiment une search platform qui permet d'avoir des expériences de recommandation, de suggestions, que ce soit en commerce ou en service, mais vraiment un layer d'intelligence dans les grandes business qui vont permettre de te battre finalement contre tes compétiteurs qui le font des fois déjà. J'ai été chez Amazon parce que, bon,
c'est assez obvious. Là. Tout mon téléphone devient une pub Amazon en disant on a des deals. Fait que là, bon, je clique dessus. Je cherche des skate shoes. Puis tout de suite après, tout devient comme personnalisé, un peu comme je te parlais tantôt. Mais construire ça, c'est faramineux. Fait que d'offrir cette technologie-là, nous, aux commerçants puis aux entreprises, pour qu'ils puissent se battre contre les géants, nous, ça nous allume quand même. Très cool. Le fait qu'on est capable vraiment de te donner des armes pour que tu puisses compétitionner avec les grands géants, tu sais, les 7 grands géants qui écrasent tout. Fait que c'est un peu pas ça. les 7 mains en blanchage, je sais pas. Ouais. Mais là, c'est les 7 géants d'informatique. C'était pas ma meilleure joke. All right. Y a-tu quelque chose, professionnel ou personnel, sur lequel tu as changé d'idée dans les 5 dernières années? C'est une de mes questions préférées. Ouais. Oui, beaucoup. Moi, premièrement, quand je suis rentré chez Coveo, j'étais plus jeune. Puis, bon, AI d'un bord à l'autre, on est une AI platform, relevance platform. Fait que moi, ce pitch-là, je l'avais et je le mitraillais à mes clients, par exemple, en disant, ben non, mais tu sais, je comprends là, que tu veux promouvoir ton vélo qui va vite, mais AI va faire une meilleure job. AI, il écoute ton client. AI, il donne à ton client ce qu'il veut, etc. En vieillissant, je m'aperçois qu'il y a peut-être raison. Hein, peut-être que le vélo qui va vite, pour une raison X que moi je connais pas, search provider, peut-être que lui, il veut l'écouler puis il veut le mettre là. Fait que d'écouter plus ce que les clients veulent puis de moins pousser ta solution, mais finalement de trouver une solution à leur problème, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Je dirais d'être plus posé là, puis de moins dire non, mais search. Fait qu'à un moment donné, tu prends ton gaz égal puis tu comprends que le but, c'est d'écouter puis de trouver une solution qui matche les deux parties. Fait que de m'assagir, je pense que c'est ça qui est arrivé avec le temps. J'ai peut-être juste vieilli. C'est hot parce que à chaque invité que j'ai qui répond à cette question-là, 80% du temps, c'est une question de ça, de nuances. En vieillissant, je me rends compte qu'il y a des nuances dans, mettons, je voulais juste absolument bootstrapper mon SaaS, jamais lever de funding. Ah, aujourd'hui, je suis plus nuancé. C'est quoi l'autre 20%? L'autre 20%, l'autre 20%, c'est les radicals. Non, il y a beaucoup de trucs personnels, souvent, je trouve que le monde change d'idée. C'est quand même cool. Ouais. Genre, tu sais, mettons, avoir des enfants, c'était pas pour moi. Je pensais pas que je serais nécessairement un bon parent, whatever. Ah, j'ai eu des enfants, ça a changé ma vie. Tu fais un baby dashboard. Écoute, je te l'ai servi. C'est ce qui m'est arrivé. Quelle personne, compagnie t'inspire ou t'intéresse le plus au Québec ces temps-ci? Il y a de quoi de très nice qui est arrivé, puis là, ça va être une shameless plug pour Coveo Employer Brand, mais on a à l'intérieur de Coveo, les employés, ils nous donnent une licence pour qu'on puisse utiliser Dialogue, qui est une compagnie de télémédecine canadienne. Dialogue. On a eu quelqu'un sur le pod, d'ailleurs. Salut, Dialogue. C'est cool parce que, bon, mais premièrement, c'est une télémédecine qui, moi, je vois plus, je suis le docteur, là, il est dans mon téléphone, il m'appelle en webcam, je suis capable de prendre mes rendez-vous, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus, tu sais, tout le triage, ils ont comme un arbre de décision. Au début, ils te posent des questions, là, puis ils te trient. Là, c'est super précis. Nice. Quand je descends en Gaspésie, voir ma mère avec le kid, s'il arrive quelque chose, je peux appeler, j'ai mon docteur avec moi. Je trouve que vraiment, leur UI est inspirant, ça me donne confiance. Puis, la mission est cool aussi. Ouais, la mission est cool. Fait que je les aime bien gros, je les suis depuis le début. Puis, ouais, c'est un perk. Si vous travaillez chez Coveo, vous avez le droit d'être malade tout le temps et d'appeler Dialogue pour vous soigner. Si vous travaillez chez SaaSpace, vous pouvez m'appeler moi. Moi, t'appeler tout le temps. All right, man. Pour closer, avant qu'on prenne les questions de l'audience, si tu as des shameless plugs, justement, là, des embauches à faire ou quoi que ce soit, floor is yours, my friend. Ouais, on a 35 postes à combler. OK, peut-être pas une après l'autre. Fait que poste numéro 1. Si vous voulez les voir, careers.coveo.com, ça va vous rediriger à la bonne place. Vous allez voir. Cool. Donc, il y en a plein en R&D. Il y en a plus d'une dizaine présentement. Applied Science, ML, Index aussi, je crois qu'on a. J'ai vu C++, parce que je devine que c'est ça. Fait que oui, on a besoin de monde tout le temps, si vous voulez. Puis sinon, shameless plug... écoutez les Ça se passe, c'est tellement bon que ça vous prend ça. Merci, man. D'ailleurs, justement, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour rendre Ça se passe plus utile, soit pour toi, soit pour Coveo? Moi, j'en veux plus. Puis comment en faire plus sans que ce soit trop demandant? Quand j'ai commencé à faire des sites web avec SciCorp, tout ça, il y avait des notions qui s'appelaient MVC, c'est Model View Controller. Je connaissais rien de ça. Fait que je me suis dit, je vais écouter des vidéos. Puis en fait, c'était pas une vidéo, c'était 2 gars sur une table qui jammaient avec un ordi. Le monde posait des questions. Tu sais quoi, un contrôleur? Je dis, gars, je vais te le montrer. Fait que les screen share, puis live, ils montraient des affaires. Donner une session. Les gens veulent savoir comment faire un search. On va leur montrer. Hein. On va ouvrir le laptop, on share screen, puis je vous montre comment on le build. Fait que de quoi comme semi-interactif, éducatif,
pas des training sessions, là, mais plus comme des jams de technologie, entre autres. Je pense qu'il y a plein de monde ici qui pourrait contribuer parce que les gens ont toutes des expertises. Je te regarde faire tes Docker, ça n'a pas de bon sens, on m'a montré comment le faire. Mais pas de trouble. On pourrait les verticaliser par justement, mettons, engineering, marketing, support, HR. En tout cas, c'est une bonne idée, dude. Je le prends. Vincent, merci beaucoup. Merci, pour ton temps. C'est super cool. Yes. On va prendre All right. Fait en théorie et en pratique, je viens de le voir, il y a un micro là qui est super shiny, genre. Il a l'air seul. Genre. Il a l'air de s'ennuyer, le micro. Si vous avez des questions, allez les poser juste pour que vous sachiez, là, ça va être dans le flux audio et vidéo du pod, mais que ça sorte. Puis juste dire votre nom, puis votre question, puis on s'en fait genre 15-20 minutes, gros max. Dans l'année précédente, j'ai fait une implémentation avec Astro. C'est un... Puis Astro, c'est un Static Site Generator, puis ils ont vraiment une particularité qui ont fait la documentation. Puis j'avais implémenté justement la recherche au niveau de la doc, puis Algolia, qui est un de vos compétiteurs, avait une solution qui était beaucoup plus proche du consommateur. Parce que, tu sais, moi, ma vision de Coveo, c'est Enterprise. Puis quand j'arrive en tant que dev, le DevX, le Dev Experience, avec Algolia, c'était plug and play. Il y avait déjà en plus du gratuit pour tout ce qu'ils appellent Starlight maintenant au niveau de la doc. Puis l'indexation se faisait vraiment bien, mais comme avec Coveo, c'était vraiment genre, en tant que petit dev, j'avais l'impression que j'avais pas ma place. J'étais pas, c'est comme en Shopify, puis j'ai 1 milliard à dépenser. C'est quoi la question, là, dans le fond? Dans le fond, comment est-ce que vous vous situez par rapport au DevX qui est petit, le petit scale, là, le people? Là. C'est un bon point. Coveo, c'est pour Enterprise. Fait que c'est sûr que c'est difficile de trouver des exemples sur code en ligne quand tu cherches sur Google. C'est un peu plus difficile. Puis la plateforme est vraiment faite pour s'intégrer à des gros systèmes. Donc, c'est un peu plus difficile. On a à l'interne une équipe qui s'appelle Dev Experience qui travaille d'arrache-pied pour pallier à ce problème-là. Je dirais fait qu'on est rendu avec des CLI, des pages de tests, etc. On s'équipe vraiment pour que dans ton VS Code, tu as ton autocomplete, puis ça va bien, puis c'est facile. Fait qu'on met du gaz de ce côté-là. Algolia, ça va plus vite parce que c'est beaucoup moins fort, puis c'est pas le même game, je dirais. Fait que c'est un compétiteur que je respecte, qui sont capables de faire des expériences qui sont correctes pour de l'entrée de gamme. Mais quand on parle d'expériences qui sont vraiment plus touchées, c'est sûr qu'on les voit juste plus dans l'équation quand on arrive à un certain niveau, au niveau Enterprise. Pour les plus petits sites, on les voit. Mais le message receive, si l'expérience développeur elle est difficile, on peut s'en parler plus tantôt, mais on sache qu'on investit là-dedans, puis c'est un message qu'on a reçu puis qu'on traite. No hard feeling, là, c'est bien correct. Cool, man. Merci. Merci. Yes. Première question, c'est au niveau Ton de nom? Raphaël. Bonjour. Monsieur Chalet. Je pose une question à chaque podcast. Au niveau du AI, est-ce que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que la documentation contextuelle pour le AI est donnée à, en tout cas, je ne sais pas quelle API. Est-ce qu'il y a des hallucinations parfois sur cette documentation-là? On a réussi à réduire le pourcentage d'hallucination de manière vraiment importante parce que ce qu'on fait, comme on expliquait tantôt, c'est que la première étape dans une recherche avec une expérience générative chez Coveo, c'est qu'on va aller chercher les documents que tu as le droit de voir, toi, en tant qu'individu, dans un pool de documents sécurisés. On va aller chercher ces documents-là, on va le défaire pour aller chercher les passages les plus relevant. Puis à ce moment-là, c'est ce qu'on va envoyer comme instruction très claire. On a fermé la température de ces modèles-là, puis on leur a dit vraiment, utilise l'information qu'on donne et pas plus. Donc, il y en a encore, là, c'est pas 100% proof. Si on a 2 morceaux d'information qui sont contradictoires, ça se peut que des fois, ça se peut que ça se glisse, mais pour l'instant, les clients qu'on a fait des tests, puis ceux qui sont live, sont très satisfaits. Puis pas juste les clients, les utilisateurs, il n'y a presque pas de plainte, étant donné que
C'est drôle, hein, mais GPT, on dirait qu'il laisse toute une petite chance. Même si des fois, il hallucine, on dirait qu'il parle, on dirait qu'il est vivant, fait qu'on est tous un petit peu plus tolérants. T'es-tu game d'expliquer c'est quoi la notion de température pour le monde qui sont Ouais. pas... La température, c'est sa capacité à diverger de ce que tu lui as demandé pour aller un petit peu plus loin. C'est comme la roulette créativité. Fait que c'est vraiment, si on parle de vélo, à un moment donné, il peut s'en aller parler de safari en Afrique, d'éléphants. Il est capable de vraiment aller loin si tu lui laisses la chance. Mais si tu fermes la température, il va être très peu créatif, très carré. Fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a grandé chez nous. Puis j'avais 2 autres questions. La deuxième, c'était c'est quoi le Ideal Customer Profile pour Coveo? C'est quoi le range? Tantôt, on parlait que c'était pas vraiment de l'entrée de gamme. C'est-tu un certain threshold de revenus? Ça ressemble à quoi? Oui, on est vraiment plus au niveau des grandes entreprises, même pas les PME, petites, moyennes, on n'est pas là. Fait que nos clients, c'est vraiment des gros clients aujourd'hui. Puis c'est là qu'on est bon, je te dirais. On a un ADN Enterprise chez Coveo qui est assez forte. On est capable de soutenir ces gros clients-là tant par des services uptime qui sont très, très, très élevés, du support international. La plateforme est déployée partout dans le monde aussi. Fait que, tu sais, avec tous ces artefacts-là qu'on crée, c'est sûr que le prix est affecté. Donc, pour pouvoir se permettre d'acheter ça, souvent, c'est des compagnies qui sont un peu plus substantielles que du PME, par exemple. Puis, dernière question, c'était l'interface qui est générée, qui est personnalisée. Est-ce que ça, c'est client-side rendered? Ça veut dire que c'est pas server-side rendered, fait que c'est des balises qui sont données du côté client, puis après ça, c'est généré? C'est une bonne question. On a Coveo, c'est une plateforme. Fait qu'à la base, tout est fait en API. Là, par-dessus ça, nous, on s'est fait des librairies JavaScript de widgets puis en TypeScript pour pouvoir render ça client-side. Mais même l'équipe de Developer Experience que je vous parlais tantôt ont réussi à faire du server-side rendering carrément. Si tu veux comme printer ça dans tes pages avant de l'envoyer à l'utilisateur, tu peux. Comme ça, ton SEO ne se fait pas ramasser parce que le contenu est dans la page quand elle est loadée par l'utilisateur. Mais sinon, tu peux aussi aller straight avec les API là, puis mettre ça dans une application mobile, par exemple. Ça fait plaisir. Ton nom puis ta question? Oui, Darina, salut. Salut. Moi, ça ne sera pas du tout, justement, technologique, technique. Fait que ça va aider les 3 autres personnes comme moi. Je t'écoutais parler, puis je trouvais ça intéressant, tout le volet R&D, qui est comme ton pain, ton beurre, c'est ce que tu fais. Mais tu sais, tu es chez Coveo. C'est assez gros quand même. Quand on est dans une plus petite équipe, plus petite entreprise PME, tu des conseils par où attaquer ça, par où continuer de faire la R&D, comment on organise ça, comment on se lance là-dedans, comment on continue, où est-ce qu'on met la valeur, idées, conseils, etc. Tu sais, à l'époque où c'était plus petit, je pense qu'il y a des profils de guerriers, là, des gens qui sont bons all-around, qui sont capables de tout faire, des commandos. Là, je pense que c'est ça que tu veux, parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber comme nouveau défi. On a la chance, nous, chez Coveo, il y a Nick Pelletier qui est dans la salle, là, qui a réussi à nous construire un système d'embauche puis de gestion R&D qui est assez incroyable. Mais je pense que son truc, c'est vraiment d'y aller avec des ressources qualifiées. Fait que vraiment trouver les bonnes personnes. Surtout quand tu as un petit scale, ça te prend des gens qui sont créatifs, ça te prend des gens qui sont capables de toucher à tout, de répondre à tout. Des gens fiables. Puis par la suite, c'est vraiment ça, c'est de capitaliser sur les bons coups. Quand je te disais tantôt, se tromper vite, c'est bien important. Des fois, on se rend bien trop loin dans quelque chose pour se rendre compte que finalement, ces 2 derniers mois-là, j'aurais dû faire autre chose. Fait que de mesurer. Faut que tu ailles l'infrastructure opérationnelle aussi pour déployer des innovations si ton R&D marche. Ouais. C'est-à-dire que, mettons, je connais tellement de SMBs, des PME que même s'ils mettent 1/10 de leur temps en R&D puis qu'ils trouvent un breakthrough cool, le monde sont tellement débordés parce qu'ils sont en train de scaler, ils n'ont pas la bande passante puis tout. Fait que je pense qu'il faut que tu ailles une vision aussi de si j'investis en R&D, OK, ben concrètement, comment ça va translate dans mes opérations et éventuellement mes revenus, ma growth. Fait que ça dépend vraiment de la size aussi où que t'es, là. Puis la ligne, tu sais, nous, notre job, c'est de faire du software. Fait que c'est sûr que là, le côté technique est mélangé là-dedans. Puis la R&D ici est très, très forte en TI en général parce que c'est un peu... c'est un peu dans nos gènes. Mais ça dépend aussi. Tu sais, j'ai des amis qui travaillent en TI dans des compagnies, par exemple, d'assurance où la R&D TI ne fait pas partie des lignes d'affaires principales qui sont particuliers entreprises, etc. Fait que là, ça devient quand même plus difficile. Je pense que tu as raison là, de gratifier le résultat de la R&D puis le résultat du développement en disant « T'as fait de quoi de nice, on va l'utiliser puis de montrer les gains. » Je pense que c'est une bonne manière de faire boule de neige. OK. Oui, merci. Puis, tu sais, je me disais, il me semble qu'on peut pas
pas évoluer. Fait que tu as toujours un peu besoin, pareil, de progresser. Pas faire de R&D du tout, c'est comme reculer. Tu comprends? Ouais. C'est un peu ça mon esprit, mais... On a ici une couple de petits trucs. Là. On organise ce qu'on appelle des hackathons internes. On appelle ça Coveo Innovate, où une fois par quart, Nice. n'importe qui peut prendre une journée. En fait, c'est rendu même à 2 journées et demie, où tu arrêtes ton travail puis tu peux enfin réparer quelque chose qui t'énerve, qui est brisé. Ou tu sais, comme on a eu, écoute, des affaires. À un moment donné, on avait des barres de chocolat avec un iPad commandé ça, puis ça allait se puncher dans les systèmes. Tu sais, c'est super ridicule, mais c'est vraiment pour encourager le monde à faire des tests, essayer des trucs. Puis il y a plein d'affaires qu'on voit en production, puis des affaires qu'on voit juste dans notre day-to-day qui sont nées de ces hacks-là. Fait qu'aussi, de sponsoriser l'innovation, ça aide dans une business à la rendre legit. Parfait. Merci. Mon nom, c'est Olivier Bellemare. Je travaille chez Baseline, justement. Puis, Merci. j'ai 2 questions. Une pour chacun de vous deux. Oh shit. OK. Nice. Puis, dans le fond, ça va un peu dans la même veine que ce que tu avais dit tantôt, ton collègue. C'était que vous parlez pas de ça se passe assez. Là. Mais là, une question, c'est avec ton expérience que tu développes, qu'est-ce que tu peux remarquer chez les founders, tes invités qui se regroupent, qui démontrent pourquoi ils sont bons? Mettons. C'est du côté humain, talent, skills. C'est un peu tricky, mais vas-y. Ouais. Écoute, les founders sont drastiquement différents. Là. Il y en a qui sont très super chaleureux, super humains. Comme je nourris une équipe et une culture qui grow par elle-même. Là, très genre maternel-paternel. Il y en a que c'est des killers. Là, que c'est genre, on fait tout ce qu'on a à faire pour que ça marche. S'il faut que je travaille 80 heures semaine, je vais le faire. Je vais grinder jusqu'à temps que j'aille mon product market fit. Puis genre, fuck tous ceux qui disent que je suis pas capable de le faire. Mais des choses qui... des éléments communs. Réseau. La majorité du monde qui ont du succès, ils ont un réseau. Puis un n'égale pas l'autre. Là. Je veux dire, avant même d'avoir un certain succès ou d'avoir exit ou d'avoir atteint un milestone de ARR, il y avait des bonnes relations avec du monde, soit meilleurs qu'eux autres ou très différents d'eux autres, qui pouvaient les aider à monter. Fait que, puis pour moi, ça a été ça aussi. Fait que d'avoir un bon réseau, ça fait partie de la track. C'est du monde aussi qui sont souvent, du monde qui ont faim. Là. C'est-à-dire que ils vont pas contempler nécessairement une victoire pendant 2 mois en se retapant dans la main pendant 2 mois sur une victoire. C'est genre, alright, what's next? Puis Georges, chez Snipcart, qui était mon mentor, mon co-founder, c'était ça. Moi, j'avais le réflexe de faire, on est rendu à 10 000 sessions de trafic, man, let's go, on sort, tu sais, dans la rue, puis tout. Puis il était comme, alright, fait when 20K, pas 10K, tu sais. C'est quelque chose que, avoir faim, genre, d'accomplir plus. I guess c'est ça que je répondrais pour l'instant, man. La deuxième, c'est toi, Vince. Là. Yes. Puis c'est un peu plus léger. Est-ce qu'on sait déjà c'est quoi le prochain sujet du Blitz l'année prochaine? La réponse, c'est oui. Les inscriptions ont été publiées il n'y a pas longtemps. Puis on a vu rapidement dans le fond de l'image Blitz que ça se passe dans l'espace, qui est le best niveau la musique, tout ça va être débile. Fait qu'en gros, la thématique espace, vaisseau spatial, je peux pas en dire plus, sinon Ferd va m'assassiner, mais en gros, ça ressemble à ça. Puis, ça va être en revenant janvier. C'est quelle date, Flo, exact? Le 13 janvier, ici à Québec. Fait que cette année, en plus, on le fait pas en bas, on le fait en haut, au 3e. Vous allez pouvoir le voir sur Twitch live. On hurle, c'est fou raide. Il y a des gens qui pleurent, c'est malade à la fin. Quand ton bot perd au dernier tour, c'est tellement émotif. On s'attache à ces petits robots-là. Ouais. Fait que Blitz en janvier, venez-vous-en, ça va être le fun. All right, on va prendre une dernière. Phil Langlois, c'est ma 3e intervention dans un podcast live, ça se passe. Je vais continuer sur cette lancée. Je me demandais, je trouve qu'on a comme parlé très rapidement du pré-IPO puis du post-IPO. Ouais. C'est quoi la pression que ça met sur une équipe avant, après? Tu vois-tu des différences, mettons, dans comme craquer ton équipe, puis là, soudainement, il y a tous les shareholders derrière, puis tout ce que ça amène avant, puis après, tu sais, On a toujours été extrêmement ambitieux. Derrière, là-bas, vous allez voir sur le mur, c'est écrit Laurent Simoneau. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Tu sais, le but ici, c'est toujours de pousser plus loin. Puis ça a été comme ça depuis le début. Fait qu'on a toujours poussé. Fait que oui, il y a plus de pression au niveau, par exemple, de la croissance, mais on se la mettait déjà avant, cette pression-là. Coveo a toujours été une compagnie extrêmement ambitieuse. Fait que je pense que ça change
Ça change, oui, parce que c'est plus gros, puis on a plus de chances de croître. Mais je dirais pas qu'il y a plus de pression au niveau des équipes où on essaye de pas en mettre pour pas que le monde file mal, tu sais. Mais ça a toujours été Coveo une partie du succès, puis le but, c'est pas de perdre. Fait que je pense que ça a pas changé beaucoup à ce niveau-là. Cool. Mais merci. All right. Bon, il reste-tu de la pizza? Bon, Yeah. ben, c'est parti. C'est fini. Merci. Hey, merci On va tout le manger de monde. la pizza. Merci, Bobby. Ouais.